Bonsoir Pierre-Paul. Une dernière information concernant le bêtisier que vous venez de suivre. Il y a une version un peu plus longue parce que ça finit jamais, le bêtisier, en fait, à revoir pendant ces fêtes pour les rediffusions. Voilà, Oui, là on avait fait un petit peu plus court. oui, ne manquez pas la version longue car je sens qu'il y a eu certaines partialités au niveau des coupures justement de la version longue. On a enlevé la fin. Oui. Voilà. Qui était la plus intéressante. Donc ne manquez pas les rediffusions de ce bêtisier. Non. Vous allez nous parler d'une forte mobilisation à Val-de-Gour pour défendre le directeur du centre social et culturel. On va revenir sur le conseil municipal, c'était hier soir. Nîmes a voté son budget et puis l'école de la deuxième chance pour ceux qui ne sont pas allés au bout de leur parcours scolaire. Bonsoir à toutes et à tous. La réforme de l'éducation nationale continue de diviser lycéens et étudiants. Aujourd'hui, ce sont justement les étudiants de l'IUT de Nîmes qui ont tenté d'investir l'hôtel de ville afin d'obtenir un entretien avec Jean-Paul Fournier. Comme vous allez pouvoir bien le constater sur ces images tournées par David Zermati, le sénateur maire de Nîmes était absent de l'hôtel de ville qui était gardé, vous le voyez, par la police nationale. Les étudiants se sont dispersés par la suite pour distribuer des tracts aux passants afin d'expliquer leur mouvement. Une manifestation qui s'est déroulée dans le calme. Notons également qu'en raison de la faible mobilisation, les responsables de ce mouvement vont certainement arrêter le blocus des établissements. Rappelons que dans le cadre de la mise en application de cette loi LRU portant sur les libertés et les responsabilités des universités, elle prévoit d'ici 5 ans l'accès à l'autonomie de toutes les universités dans les domaines budgétaires et de gestion des ressources humaines, un point qui ne concerne pas les IUT, les fameux instituts universitaires de technologie, qui ne seront plus en mesure de gérer les questions de budget et de formation. Tout passera désormais par les grands pôles universitaires, avec en toile de fond la crainte d'une dévalorisation des diplômes. Le président de la région PACA, Michel Vauzel, qui entend exprimer son soutien et son entière solidarité aux IUT en se rendant notamment demain matin à l'IUT d'Arles. Le député socialiste de la 16e circonscription des Bouches-du-Rhône qui a également adressé un courrier à Valérie Pécresse dans lequel il sollicite de la ministre déléguée à l'enseignement supérieur et à la recherche une identification claire des responsabilités dévolues aux IUT. On revient à Nîmes avec le comité de quartier de Val-de-Gour qui s'inquiète pour l'avenir de son centre social, culturel et sportif. Au moment où sont annoncés des changements au niveau de la direction, la ville de Nîmes doit procéder à la nomination de nouveaux directeurs qui sera synonyme d'un changement de projet, notamment avec la disparition du festival de rap et de hip-hop, Festival de Gour. Une date qui semble tenir au cœur de plusieurs représentants de la vie associative de ce quartier et qui ont été rejoints cet après-midi au centre où s'est déroulé une manifestation de soutien justement à l'ancien directeur Pierre Dumont. Plusieurs habitants du quartier souhaitent par cette action interpeller la ville de Nîmes, comme l'a constaté sur place Alain Melon. Les habitants et le personnel du centre social, culturel, sportif de Val-de-Gour ont été surpris sur la décision de la DIVAC, Direction de la vie associative et des quartiers de Nîmes. Décision concernant le non-renouvellement du directeur du centre. Tous étaient présents cet après-midi pour manifester leur inquiétude. Je viens d'apprendre que le directeur devrait partir, il va être renvoyé, si on veut. Soi-disant qu'il y a des choses qui marchent très très mal dans le quartier. Bon, quand on a posé un peu, on s'est rencontré entre habitants, ils étaient très satisfaits de ce qui se passait jusqu'au jour d'aujourd'hui au centre socioculturel. Apparemment, on ne sait pas ce qui nous arrive. C'est une douche froide et ça choque. Parce que quand même, ce quartier, on voit de plus en plus. Ils nous disent Val-de-Gour. Val-de-Gour, moi je trouve c'est un quartier de Nîmes. On est dans la ville de Nîmes et c'est des citoyens nîmois, tout simplement. Pourquoi on est stigmatisé? Je dis nous. Parce qu'on a un échec scolaire, on a les enfants, enfin les jeunes qui sont sans emploi. Et de plus en plus, on est rejeté, quoi. Alors, des citoyens, maintenant, ils se posent des questions. La CGT donc a été interpellée très rapidement par les personnels pour qu'ils puissent organiser cette action aujourd'hui. Donc tout naturellement, nous leur avons apporté leur soutien à la connaissance de ce dossier. Et ensuite, nous nous sommes tournés vers l'ensemble des syndicats représentatifs à mairie pour qu'ils puissent aussi s'associer et venir en soutien au personnel et pour le service public auquel, évidemment, nous sommes forcément très attachés.
Mais la suite, je ne sais pas comment on doit la voir. Le seul truc, c'est que nous, par rapport justement à la non-reconduction, ce qu'on a appris du moins, la non-reconduction de son contrat, bon, on sait très bien qu'un contrat, quand ça doit se terminer, surtout sur un CDD, ok, mais on ne lui donne pas les motifs. Mais nous, dans notre tête, on sait très bien quand même que le fait qu'il ne plaise pas à certaines personnes en haut lieu, automatiquement, on ne veut pas le renouveler, quoi. Voilà. Sinon, mais après la suite, nous, on va essayer de faire ce qu'on peut avec ce qu'on nous donne maintenant, puisqu'on nous en enlève de plus en plus. Là, l'avenir, je ne le connais pas. J'attends de voir, après cette manifestation, comment les responsables en mairie vont répondre à nos attentes, tout simplement. Ben, on va essayer de continuer à faire survivre le quartier. On le faisait malheureusement que survivre. Et franchement, ouais, si on arrive à faire, ben voilà quoi. C'est le seul truc qu'on demande. Franchement, c'est le seul truc qu'on demande. De continuer à faire Festival de Gour. Et le centre social continue avec le directeur présent, là, Pierre. Table ronde et rencontres avec des responsables sont en étude afin de trouver une issue. Et la situation du centre social et culturel de Val-de-Gour n'était pas à l'ordre du jour hier soir au conseil municipal de Nîmes. On a plutôt parlé budget. En effet, Pierre-Paul, hier soir s'est tenue à l'hôtel de ville la dernière séance du conseil municipal de l'année 2008 avec le budget de l'année à venir qui a été adopté au centre de discussions animées entre la majorité et l'opposition. Les groupes socialistes et communistes reprochent plusieurs points à l'équipe de Jean-Paul Fournier en matière de fiscalité et d'aménagement, des échanges enflammés entre élus et conseillers municipaux d'opposition lors d'une séance à laquelle vous avez assisté, Pierre-Paul. Comme prévu, le budget de la ville de Nîmes a été adopté à la majorité, l'opposition ayant voté contre. Entre-temps, ce mardi soir, pour le dernier conseil municipal de l'année, chacun des 3 groupes d'opposition aura exprimé ses critiques et ses interrogations sur un budget 2009 dans le droit fil des précédents. C'est un véritable budget de récession qui nous est proposé ce soir, avec des impôts qui sont en augmentation, des prélèvements qui sont en augmentation, alors qu'on aurait pu espérer que la fiscalité locale baisse pour redonner du pouvoir d'achat aux classes moyennes. La majorité assure qu'elle ne va pas augmenter les impôts, en tout cas les taux. Elle n'augmente pas les taux, certes, mais elle sait qu'en n'augmentant pas les taux, de façon mécanique, elle augmente la fiscalité de chacun des Nîmois qui acquitte la taxe d'habitation ou la taxe sur le foncier bâti ou le foncier non bâti. C'est toujours la même histoire, c'est-à-dire qu'effectivement, l'essentiel du budget d'investissement, c'est AEF. Est-ce qu'AEF apporte quelque chose, apporte une amélioration en matière de circulation? Non. Est-ce qu'AEF apporte une amélioration en matière d'espace vert, d'aménagement du cœur de la ville? Pas grand-chose, c'est quand même très minéral, c'est très froid. Dans une ville qui est très chaude l'été, qui est froide l'hiver, donc on aurait peut-être pu faire mieux. Et là aussi, nous pensons qu'on pourrait mieux utiliser l'argent public. Ce budget, par certains aspects, manque de modernité. Parce que dans les méthodes en ce qui concerne l'investissement, la technique utilisée ne permet pas de faire une programmation et un phasage pour les années à venir. Et ensuite, il manque de modernité parce que quand on voit que le chef de l'État s'est engagé dans le Grenelle de l'environnement, s'engage sur le plan énergie-climat, eh bien, nous devrions déjà nous engager dans des opérations qui sont de même nature. Si à gauche on continue de dénoncer les errements des mandatures bousquées qui pèsent encore sur l'endettement de la ville, à droite, aux traditionnelles critiques sur la période Clary-Fabre-Pujol, on ajoute désormais la dénonciation des hausses d'impôts décidées par la région et tout récemment par le département du Gard. Aujourd'hui, les collectivités décident des taux. Le conseil régional augmente ses impôts et a augmenté il y a quelque temps de 80%. Le conseil général va augmenter ses taux entre 3 et 4 ou 4,5% et la ville de Nîmes n'augmentera pas ses taux, elle restera à 0%. Alors que l'opposition ait à faire des remarques sur ce point-là, je pense qu'ils sont assez mal placés puisque c'est cette même opposition qui est à la tête du conseil général et du conseil régional. En 2009, la ville de Nîmes dépensera 231 millions d'euros pour son fonctionnement et devrait investir 41 millions d'euros. Le programme Cadoro, qui vise à protéger la ville contre les inondations, prévoit encore cette année 17 millions d'euros de travaux.
Et justement, au programme de cette séance, vous l'avez entendu en conclusion de sujet, Bernard Cazoran s'est étonné de l'investissement spécifique pour le programme 4 euros, s'interrogeant d'un endettement éventuel supplémentaire pour la ville. Yvan Lachaud, l'adjoint délégué aux finances, que vous avez également entendu, a justifié ce choix par la gestion d'un emprunt spécifique, laissant une marge de manœuvre suffisante. Également abordé lors de cette séance, puisque nous parlons du programme 4 euros, la démolition du gymnase de la Ranquette prévue depuis l'édification du gymnase Camargue. Enfin, lors de ce conseil municipal, la première décision a été prise concernant le futur viaduc de Courbesac, avec l'officialisation d'une convention d'occupation du domaine public de Réseau Ferré de France sur la parcelle cadastrée de la rue Lalot, de l'avenue Mendes France et l'impasse du Doubs. Ce qui marque, Christophe, un déblocage de ce dossier. Le maire a tenu à souligner qu'il votait lui-même cette question, donc qui permet d'ouvrir désormais le chantier de ce viaduc de Courbesac. La région Languedoc-Roussillon renouvelle ses efforts en direction des jeunes se trouvant en échec scolaire prononcé, sans diplôme ni formation qualifiante. Certains d'entre eux ne ménagent pas leurs efforts afin de s'insérer dans le monde du travail et ainsi trouver une place, faire naître des projets, les rendre viables et les proposer aux entreprises. Tels sont les engagements de l'école de la seconde chance qui souhaite faciliter l'insertion de certains jeunes déscolarisés. Explications et témoignages dans ce sujet de David Zermati. De nos jours, que peut-on faire sans diplôme ni formation? Eh bien pas grand-chose. C'est pour cela que s'est ouvert à Nîmes l'école de la deuxième chance. Ces écoles s'adressent à des jeunes qui sont sortis du système scolaire depuis plus de 6 mois, sans qualification, sans certification, qui sont en difficulté face à la recherche d'emploi ou à la recherche de solutions. Ici, dans les écoles à deuxième chance, on ne prépare pas un diplôme. Chaque jeune a un projet différent. Déjà, il faut faire naître ce projet. Mais certains vont vouloir, en fin de parcours, se présenter devant un jury pour obtenir un diplôme. Et les formateurs sont là pour les y aider. L'école compte 54 stagiaires et privilégie la formation professionnelle. L'entreprise est au cœur du dispositif. Voilà, c'est 55% de temps en centre, 45% en entreprise et on travaille en partenariat étroit avec les entreprises. L'objectif, c'est d'insérer, c'est que ces jeunes s'insèrent dans la société. À différents niveaux. On parle d'insertion professionnelle, évidemment que c'est l'objectif final, mais il y a des fois des pas à franchir, comme une insertion simplement citoyenne. On a des jeunes là qui viennent des quartiers sensibles, on est à peu près sur 30%. Ça les surprend à certains moments d'être dans ce type de lieu, de rencontrer des gens, et puis on voit des échanges qui se mettent en place. Ça fait partie d'un travail d'éducation globale. Sur 41 écoles au niveau national, 5 sont situées en Languedoc-Roussillon. Elles acceptent des jeunes de 18 à 25 ans et sont partenaires avec plus d'une centaine d'entreprises dans la région. Près de 10 ans après le conflit qui s'est déroulé dans l'ancienne République fédérale de Yougoslavie, l'action militaire française demeure primordiale en termes d'accompagnement de la population et de la reconstruction. Au printemps dernier, une grande initiative avait été organisée dans les jardins de la Fontaine à Nîmes afin de collecter un maximum de matériel destiné à la population du Kosovo, un pays qui fêtera en février prochain le premier anniversaire de la création de cet État. En cette fin d'année, l'heure des bilans est venue pour les militaires qui ont participé à cette action synonyme de solidarité soutenue par la section nîmoise du Lions Club. Alain Bonnet a rencontré les acteurs de cette opération. Suite à la participation cette année de l'armée au Printemps des enfants organisé par le Lions Club de Nîmes, la 6e BLB faisait le bilan de l'implication du 1er régiment de Spahis de Valence qui, au-delà de leur mission spécifiquement militaire, étaient des ambassadeurs de la solidarité des enfants d'ici pour les enfants d'ailleurs, par conséquent ceux du Kosovo. Le plus difficile, c'est de travailler avec les partenaires locaux, c'est-à-dire rencontrer les municipalités, avoir le temps de discuter avec eux, de leur expliquer que le projet doit être viable, qu'il faut monter des petits projets, qu'il ne faut pas voir trop grand et qu'il faut répondre vraiment aux besoins prioritaires de la population. L'armée, livrant du matériel qui soit informatique ou autre, a trouvé en retour une population reconnaissante et des enfants attendrissants. Nos jeunes soldats, particulièrement, c'est surtout pour ceux pour qui c'était la première mission, ils ne s'attendaient pas à ça, ils ne s'attendaient pas à être aussi entourés des enfants, avec autant de reconnaissance, et puis un partage vraiment incroyable. Ces actions de générosité reconnues par les populations n'effacent pas cependant les cicatrices que la guerre a laissées comme une trace indélébile.
Il y a encore des rancunes qui sont tenaces, notamment dans les populations jeunes, qui eux ont un petit peu du mal à accepter l'état de fait. Bon, la déclaration d'indépendance, c'est vrai que c'est tout neuf, hein, c'est une déclaration unilatérale, et c'est vrai qu'on voit que les jeunes ont quand même du mal à l'accepter. Je pense qu'il faudra beaucoup de temps pour que les gens arrivent à nouveau à se faire confiance. Les anciens, quant à eux, gardent souvenir de leur libérateur et le rendent bien aux forces françaises en présence. Le contact avec les anciens, c'est quelque chose d'assez formidable. Ils ont l'habitude de nous voir. Pour eux, on représente aussi la force qui a mis fin à la guerre. Donc quelque part, c'est quand même très symbolique. Et puis de voir qu'on travaille aussi à leur profit pour l'avenir, ça c'est quelque chose qui est formidable pour eux. Le Lions Club est heureux de constater que la générosité des Nîmois lors du printemps des enfants a permis de récolter du matériel divers distribué par l'armée, investi dans une mission d'acheminement, de solidarité envers ces populations pauvres et démunies. On voit à quel point le printemps des enfants l'année dernière, dans les jardins de la Fontaine, les gens ont été généreux en ordinateur, en cahiers, enfin tout ce qui peut servir à ces populations. Et vraiment, on est très heureux de voir le retour qu'il y a eu dans ces pays grâce à l'armée. Cette armée, par son implication sur le terrain, aura su tisser des liens d'amitié avec une farouche volonté de maintenir la paix dans toutes ces parties du monde où hommes et femmes souffrent au quotidien. Et Noël arrive bientôt, mais on a décidé dans certaines institutions de le fêter un petit peu avant l'heure. Et toujours de la solidarité, en effet, à Nîmes, au sein de la section des Restos du Cœur qui a organisé cet après-midi son arbre de Noël au sein du centre aéré du Carmel. Une distribution de jouets s'est faite pour les enfants d'une centaine de familles extérieures invitées par les Restos du Cœur. Originalité du concept, ce sont les enfants fréquentant les écoles nîmoises et les différents centres aérés de la ville qui ont offert les jouets avant le partage d'un goûter fort animé. Samy Moumeni était de la fête. En cette fin d'année, les Restos du Cœur ont organisé leur arbre de Noël, l'occasion pour les familles adhérentes à l'association de fêter ensemble et dignement la fête de la Nativité. Les bénévoles chaque année s'occupent d'organiser cet arbre de Noël. Mais cette année, il y a une connotation particulière, puisque grâce à Madame Descales, la directrice de ce centre aéré du Carmel, qui nous a reçus, et donc ça nous fait faire cet arbre de Noël, en plus le temps et de la partie, ça nous fait faire un arbre de Noël dans un cadre qui est magnifique. Les enfants du centre ont en effet préparé le goûter pour leurs petits camarades et se sont occupés de décorer pour l'occasion les locaux. Et cette année, on voulait associer les droits de l'enfant avec la fête de Noël. Et donc on a pensé convier les enfants des Restos du Cœur et expliquer très amplement aux nôtres qu'il fallait vraiment s'occuper des enfants qui peut-être ne seraient pas gâtés par le Père Noël cette année. Donc ils se sont mobilisés pour faire décoration, apporter des jouets qui étaient les leurs l'année dernière, lors de la dernière fête de Noël, et emballer tout ça avec nous, préparer un buffet pour que tout le monde ait droit aux mêmes choses et se fasse plaisir et ait du plaisir aujourd'hui. Il y a un grand goûter qui a été préparé par les enfants des centres et puis on a un orchestre, des chansons, il y aura le passage du Papa Noël, enfin une jolie après-midi en perspective. Une initiative chaleureuse et solidaire destinée à enchanter tous les enfants qui sont partis à l'issue de la journée avec des cadeaux collectés tout au long de l'année par les bénévoles des Restos du Cœur. Il y a des très jolies choses, il y a des peluches, c'est selon l'âge, hein. Selon une fille, si c'est une fille ou un garçon. Et non, nous avons de très jolis jouets, nous avons bien sélectionné. Et c'était Noël également pour d'autres enfants, les enfants malades du CHU. En effet, Pierre-Paul, une autre très belle fête de la solidarité proposée cette fois au CHU Carrémo de Nîmes avec cette initiative de la compagnie Rivière des Songes qui est allée jouer pour les enfants malades. Une séance spéciale en guise de cadeau à quelques jours de Noël pour les enfants qui ne peuvent malheureusement pas quitter leur chambre d'hôpital. L'espace d'un après-midi, l'univers du conte, de la musique et du rire s'est déplacé sur un autre type de scène pour révéler quelques étincelles dans les regards des enfants malades. Un spectacle auquel a assisté Alain Bonnet. L'atelier de théâtre va vous présenter une histoire. Et l'histoire s'appelle Secret de famille. Voilà. Il y a 7 petits comédiens et ils vont jouer pour vous aujourd'hui. Vous êtes médecin ? Oui, et j'ai racheté le carnet d'adresse de votre cher médecin, Monsieur Purgon. D'ailleurs, il vous passe le bonjour. Vous avez piraté mes circuits électriques ? Un brin de musique, quelques textes judicieusement choisis et de ci de là des rappels multicolores pour dire que Noël approche.
Nous sommes de nouveau au CHU Carrémo, où un spectacle se joue devant les yeux ébahis des enfants malades du service pédiatrie. J'ai monté ma compagnie en 2002, la compagnie Rivière des Songes, où je propose des spectacles jeunes publics. Ce sont des textes que j'écris moi-même et que je présente dans les écoles, enfin un peu partout. Donner un peu de joie et de rêve aux enfants malades, tel est le but de ces après-midi récréatives mises en place au CHU Carrémo. Un échange réconfortant quand on voit le bonheur qui se lit dans les yeux des gamins. C'est très gratifiant et puis c'est là où la communication s'installe et là on est dans le vrai et on construit le monde tous ensemble. C'est pour pas qu'ils soient pénalisés du fait d'être ici aussi. Et donc nous à notre façon, avec des cadeaux, avec des bonbons, on est aidé aussi par la cafétéria de l'hôpital qui nous offre des goûters. Tout le monde se mobilise pour faire un petit Noël, plusieurs petits Noëls, ce qui fait un gros Noël. Pour ces jeunes comédiens, le fait de se produire ici face à d'autres enfants les motive encore plus. Et la valeur n'attend pas le nombre des années. Ça te plaît beaucoup le théâtre? Oui, j'adore ça. Alors, tu étais content de jouer devant les petits-enfants, qu'est-ce que ça t'a fait? Ça m'a fait tout drôle parce que c'est la première fois que je joue en public et j'étais content pour eux pour qu'ils aillent à un spectacle. Parce qu'ils ne peuvent pas sortir, c'est ça? Oui. Le temps d'une après-midi, l'esprit des plus petits a pu s'évader à travers une histoire et puis oublier un peu le pourquoi ils sont là. J'ai piraté mes circuits électriques pour préparer le mariage de votre père et de votre mère. Je pars avec vous. Il y avait des magiciens sur le plateau de Télémiroir hier soir, il y en avait ce matin au Clos d'Orville. En effet, notre spectacle en cette préparation de Noël, cette fois dans le quartier du Clos d'Orville, à Nîmes, où les enfants ont pu cette année encore profiter de numéros en tout genre grâce à l'action de l'association Bel Horizon. Beaucoup de magie et des paroles d'enfants toujours émerveillés. Yvonique Ségouin est allée à la rencontre lors de cet après-midi riche en images et en illusions à tous les sens du terme. En un tour de magie, l'association Bel Horizon a réuni, à l'occasion des fêtes de fin d'année, des habitants du quartier Clos d'Orville. Le but de ce spectacle est de créer du lien entre les parents et leurs enfants, entre les générations, et les habitants du quartier surtout. Cette association, qui existe depuis seulement un an, a de nombreux objectifs. Notre association anime des ateliers pour les enfants, des ateliers créatifs et récréatifs, pour développer les compétences scolaires. Anime aussi des ateliers pour les personnes âgées, des ateliers de lecture et aussi des ateliers de savoir-faire pour les mamans. Attention, les passes magiques, tout le monde fait les passes magiques. Bzzz. Et hop là, j'ai des couleurs. Petits et grands ont regardé émerveillés le magicien. Certains ont même participé au tour de magie. Le tour de magie, il y a beaucoup de tours de magie. Mes spectacles parce que ça faisait rire, surtout le tour avec l'œuf. Ils nous faisaient rigoler quand ils sortaient les lapins. J'aime la magie parce que il y a beaucoup de suspense. Ils avaient pris les cordes et ils avaient tiré les cordes et après il y en avait plein. À la fin, il est sorti vivant et il y a eu beaucoup de ballons qui sortaient et il y a eu un chien. Comme des fois, il plante des épées ou fait quelque chose de mal, alors que toujours il ressort vivant. C'est bien le monde du spectacle. C'est trop bien. Un goûter a clôturé ce spectacle. C'était bien Noël avant Noël pour les habitants du quartier Clos d'Orville. Trop bien le pestacle. Il y a un autre spectacle. J'ai des images à vous proposer, Christophe. Bien, découvrons-les. Des images de la patinoire au pied de la maison carrée. C'est Adam Bellon qui nous les ramène. Des images toutes chaudes. Avec, toutes chaudes ou toutes fraîches? Et toutes fraîches. Avec Isabelle Delofel, mais en fait, elle n'est pas là. Isabelle Delobel. Delobel. Et par contre, il y a bien Olivier Schoenfelder que l'on va découvrir dans pas très longtemps. Championne du monde de danse sur glace, on rappelle. Exactement. Voilà. Donc Isabelle n'a pas pu patiner parce que elle est blessée. Par contre, pour le coup, c'est une première pour Olivier puisqu'il n'avait jamais patiné en public tout seul, jamais donné de représentation publique tout seul. Il va arriver bientôt, là, dans pas longtemps. Moi, je ne connais pas ces danseurs-là. Voilà, c'est beaucoup de monde en tout cas. Patinoire et vous pouvez aller vous-même patiner pour 1 €. Le voilà, le champion du monde, Olivier Schoenfelder,
vous pouvez aller patiner pour 1 €. Je ne sais pas quelle est la durée. Et 1 € de plus, vous avez les patins, ce qui, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, peut être fort utile quand on veut patiner. Et puis pour les débutants, il y a aussi des petits stages de formation, hein, pour ceux qui veulent faire leur grand début sur la glace. Voilà, pour éviter les dégâts. Vous avez d'autres informations, Christophe? Avant de parler de la soirée de Télémiroir, je voulais ce soir bien lancer un petit coup de chapeau à l'une de nos stagiaires, Céline, qui va quitter Télémiroir à la fin de la semaine, et bien pour tout le travail qu'elle a fait en marge de ses plateaux et dont l'aide a été précieuse. Voilà, bravo Céline. Coup de chapeau, bravo Céline. Je sais qu'elle est derrière la régie. On salue Céline. C'est bien Céline, continue. Et alors moi j'ai d'autres informations, il s'agit du reste du programme de Télémiroir. Dans un instant, Suivre l'étoile, merveilleuse émission préparée par Marlène Laroche. Sur le cinéma, Les Ailes pourpres, en avant-première, c'était il y a 2 semaines, je crois, à Nîmes. Ça sort aujourd'hui, mercredi. Et pour tous les amoureux des Flamants Roses. Les amoureux des Flamants Roses. Et à ce propos, on vient de recevoir un communiqué de presse tout à fait à propos. C'est assez amusant. Du reste, les Salins du Midi nous envoient cette information pour rappeler qu'ils abritent le seul site en France de nidification pour 10 000 flamants roses. Nul besoin d'aller jusqu'en Tanzanie. Et oui, les images des ailes pourpres ont été faites en Tanzanie pour voir évoluer et se reproduire les flamants roses grâce à l'environnement créé par la production de sel des Salins du Midi. 10 000 couples de flamants roses trouvent en Camargue un site de nidification favorable, unique en France, depuis plus de 30 ans. Évidemment, en même temps, nous, on sait tout ça par ici. Mais les ailes pourpres, ça sort dans toute la France. Igor et la Cité des Ombres, au programme toujours de Suivre l'étoile. Et puis, un grand sujet sur l'Argo Winch. C'est la sortie ce soir de cette adaptation en grand écran de la bande dessinée par Philippe Franck. Vous aurez un interview de Philippe Franck et puis de Thomas Sisley, la nouvelle idole des jeunes filles qui joue l'Argo Winch dans ce film. Et puis ce soir, soirée tauromachie sur Télémiroir, Pierre-Paul. Qui est votre invité? Ce soir, les invités de Tanido Sud sont Julien Miletto, qui viendra évoquer sa réapparition en habit de lumière pour la saison 2009, aux côtés de son ami ganadero Vincent Farr, le propriétaire de l'élevage de la Palouna, qui reviendra sur les temps forts de la temporade. Beaucoup de belles images lors de cette émission en public. Et puis on rappelle que le prochain enregistrement des 2 dernières émissions en public se fera le mardi 23 décembre en après-midi. Merci de ces précisions. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et encore une dernière info, Pierre-Paul. C'est peut-être la plus importante. Ça a été un plaisir que de partager avec vous ce soir mon 100e JT sur Télémiroir. Ah, c'était votre 100e JT. Ils ont une manie, une passion de compter leurs trucs. Moi, je ne compte rien, moi. Allez, merci encore, Christophe. Bravo pour le 100e JT. Vous étiez en pleine forme. Et puis, très très bientôt à tous sur Télémiroir.